Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, donc deuxième vidéo de la journée. On va parler d'actualité, mais on va parler en fait d'une actualité spécifique, donc c'est pas une revue d'actualité, on va pas non plus parler du marché, on va parler spécifiquement de cette news qui nous vient du coup du journal du coin. Ils ont fait un article qui est assez long et que j'ai envie de détailler un peu avec vous, qu'on voit tout ça ensemble parce que ça vaut le coup à mon avis de s'y pencher un peu, de prendre 5-10 minutes pour parler de ce sujet. Donc du coup la régulation prévue, en cours, en travail et en discussion de l'AMF. Donc déjà, c'est quoi l'AMF? L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, et donc vous comprenez que c'est l'organe de régulation en France. Normalement, tout le monde le sait, mais voilà, vu qu'on reprend l'article de la base, je veux que tout le monde soit au clair là-dessus, donc voyez la définition ici. L'AMF, c'est l'autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Voilà, elle a trois missions: la protection de l'épargne, l'information des investisseurs et le fonctionnement des marchés. Voilà, c'est cette entité-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, cette entité-là? Ils veulent réguler la DeFi. Et donc, leur démarche, on en a parlé dans une news assez brève il y a quelques jours, la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, l'AMF qui avait fait une proposition jusqu'au 30 septembre prochain. Elle fait un peu des espèces de pourparlers, c'est-à-dire que les différents acteurs de la finance décentralisée et des écosystèmes environnants peuvent fournir des informations, peuvent venir donner des éléments sur lesquels réfléchir. Donc concrètement, elle ouvre un dialogue. Il y a déjà des documents qui sont parus, vous pouvez aller regarder un petit peu ici le papier de discussion de l'AMF. Il y a un téléchargé de contenu que j'ai pas fait, mais je pense qu'il doit y avoir 2-3 infos intéressantes dessus. Dans tous les cas, l'article retrace plutôt bien ce qu'on veut savoir, donc on va juste suivre le fil de l'article ensemble. Donc le but initial, c'est d'identifier les points de discussion, d'accord? De quoi est-ce qu'on veut parler? Donc je pense que c'est important d'avoir ces notions-là de manière générale et de comprendre la volonté de l'AMF derrière. Hein. Comprenez qu'une fois que les règles seront en place, et donc tout ça entre dans le cadre évidemment de MiCA, en tout cas, ce sera peut-être pas dans la première version de MiCA, mais ce sera peut-être dans la deuxième, ou ça peut être un truc aparté. Voilà, ça rentre dans la réglementation, on y vient, ça nous concerne en tant que personne utilisant les cryptos, utilisant cet univers-là, donc je pense que c'est intéressant de comprendre en quelques minutes comment ça se passe. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la DeFi? Pour aller vraiment dans la simplicité, on a la finance traditionnelle, donc encore une fois, je sais, l'essentiel d'entre vous savent ce que c'est la DeFi, mais c'est vraiment pour en parler rapidement et qu'on soit vraiment tous sur le même niveau d'échange. Donc, on a la finance centralisée, le monsieur veut faire un virement par exemple à la dame, il doit signifier à la banque qu'il veut faire ce virement, la banque, si elle le valide, va l'envoyer à l'autre banque, celle de la dame, et elle va ensuite lui transmettre l'argent. Vous voyez, c'est un chemin qui passe comme ça. On a du coup deux gros intermédiaires qui sont des grosses institutions et qu'il faut rémunérer. Donc elles sont à la fois centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont en charge des informations et elles sont responsables en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a une erreur, c'est la banque qui va assumer ça. Du coup, ça a un coût qui est élevé et les transactions sont lentes, vous le savez, il faut parfois plusieurs jours. Maintenant, c'est moins vrai, il y a quand même des banques qui font des virements instantanés et en général ne travaillent pas le week-end. Mais là, encore une fois, il y a des banques, notamment des banques en ligne, qui permettent des transactions plus rapides. Donc, en opposition à ça, on a la finance décentralisée qui ne passe pas par un réseau centralisé, donc il n'y a pas de grosses institutions, il n'y a pas de grosses banques. Par contre, on a du coup la technologie blockchain qui permet des relations entre toutes les bases de données, les points pivots du réseau, qui permettent de l'alimenter, de le faire fonctionner. Donc c'est les ordinateurs, c'est les personnes qui minent, c'est les personnes qui stackent, etc., etc. Et qui permettent en fait ces transactions, la validation des transactions, de façon beaucoup plus rapide, de façon permanente et de façon beaucoup moins chère. Donc ça permet d'aller plus vite et c'est moins cher. Et l'information n'est pas centralisée. Donc ça fait que là, dans ce cas ici, la banque peut dire non. La banque peut vous bloquer votre transaction. Là, personne ne peut vous bloquer votre transaction. En fait, le seul cas où ça bloque, c'est si vous n'avez pas payé assez en frais de gaz parce qu'il y a trop de monde ou si la blockchain est à l'arrêt. Mais c'est vrai que c'est un gros point au niveau du contrôle. La banque peut contrôler, la blockchain ne va pas contrôler. Elle va juste tracer, c'est-à-dire que votre transaction sera inscrite à vie dans la blockchain. Ça, on sera toujours capable de la retrouver. Par contre, on ne peut pas vous la bloquer. Ça, c'est quand même un point hyper important. Voilà, donc vous avez vraiment là, les deux visions différentes. Normalement, vous connaissez ça, mais c'était intéressant de faire le point. Donc on nous dit ici, la DeFi repose sur l'utilisation d'une infrastructure blockchain, effectivement ce qu'on vient de dire, qui se veut décentralisée, désintermédiée et automatisée. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Les fonctions traditionnelles, fournies par des entités centralisées, donc les banques, sont
désormais remplacés par l'utilisation de programmes automatisés, donc les smart contracts, sous la forme de protocoles et de contrats intelligents, voilà, accessibles sans intermédiaire. Donc quand ils disent elles sont remplacées, non, les deux existent pour le moment. Les banques existent et elles vont exister pendant encore très longtemps. C'est juste que les deux systèmes existent et fonctionnent. Donc l'AMF tout de suite évidemment elle va tirer sur les cryptos et elle va mettre le point sur tout simplement les éléments qui font mal. Donc Terra Luna, l'événement assez dramatique qui a eu lieu maintenant il y a 1 an, voire même un tout petit peu plus, vu que c'était en mai dernier. Et donc elle met en exergue la nécessité d'un cadre réglementaire. Concrètement elle dit ce qui s'est passé c'est pas possible, nous on veut faire notre boulot, c'est-à-dire ce qu'on a vu juste avant, leurs 3 missions, c'était ici, on se rappelle, la protection de l'épargne des investisseurs, bah là, vous comprenez bien qu'avec Terra Luna, les investisseurs, ils n'ont pas été protégés. Donc l'AMF se sent obligé d'intervenir, entre autres raisons, mais voilà, c'est un bon argument vis-à-vis de sa mission. Donc elle nous dit, la DeFi étant mondialisée par essence, effectivement, il n'y a pas vraiment d'entreprise qui soit purement française ou purement américaine. Il y en a, mais c'est vrai que la DeFi, c'est quand même un peu des points dans tous les sens. C'est des validateurs qui sont dans tous les pays, donc c'est effectivement plus compliqué à réguler. Elle nous dit, il y a besoin d'une action coordonnée à l'échelle internationale, c'est-à-dire que l'ensemble des pays concernés, donc quasiment l'ensemble des pays, se mettent d'accord, ce qui est assez invraisemblable, assez peu probable. Ils n'arrivent déjà pas à le faire pour la finance traditionnelle, donc pour la finance décentralisée, c'est peu envisageable, mais voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc un challenge qui évidemment est très important. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les 7 sujets de discussion que la LMF a soulevés. Donc on a 7 points, et le premier, c'est les blockchains permissionnées et non permissionnées. D'accord. Donc déjà, il nous différencie 3 catégories de prestations financières. La TradeFi, la CeFi et la DeFi. La TradeFi, c'est la finance traditionnelle, donc c'est les fameux intermédiaires dont on a parlé avant, c'est-à-dire les banques, mais c'est aussi les gestionnaires d'actifs, les courtiers, etc., etc. Donc avec tout le système qui va bien, les chambres de compensation, les plateformes de négociation, les conseillers, bref, tout ce qui fait que la finance traditionnelle actuelle gérée par les banques est ce qu'elle est. Ensuite, on a la finance centralisée, donc là on est déjà au niveau Web 3, mais en réalité ça reste quelque chose de très Web 2, c'est-à-dire que c'est Binance, c'est Coinbase, c'est-à-dire que ce sont les gros échangeurs centralisés qui possèdent des cryptos, qui possèdent des partenariats avec des banques pour envoyer du liquide, etc., etc. Donc c'est ce qu'on connaît assez bien et ce qu'utilisent la plupart des gens. Et puis on a la DeFi, du coup c'est décentralisé. Et donc là, ce qui va changer essentiellement, c'est que du coup là, on arrive vraiment dans cette technologie qu'on a montrée ici, avec du coup les avantages, mais aussi les désavantages, notamment le fait qu'on est entièrement responsable de ce qui s'y passe, et que si on prend de mauvaises décisions, il n'y a personne pour baquer nos arrières. Donc c'est assez différent. Normalement, vous connaissez les différences, je ne reviens pas dessus, je pense que c'est assez clair. Donc l'AMF cherche à catégoriser les activités de manière légale, d'accord ? Donc elle nous dit, l'un des axes d'étude serait le degré de permissivité de la blockchain sur laquelle se trouve le protocole. Donc le critère principal se baserait sur le nombre d'entités étant en mesure de contrôler l'activité du réseau. C'est-à-dire que ils sont pas forcément d'accord avec le fait que ce soit intéressant d'avoir une multitude de points qui constituent le réseau blockchain et donc qui gère en fait les transactions et qui valide en fait les différentes étapes du protocole. Eux, ils pensent que manifestement quelque chose de plus centralisé serait tout aussi efficace et donc se pose la question des blockchains permissionnées et non permissionnées. On n'a pas plus d'informations pour le moment, à suivre du coup. On continue, le point numéro 2, ça va être les smart contracts. Donc du coup, vraiment ce qui fait le cœur de la blockchain, c'est-à-dire qu'on a en fait des programmes qui sont autonomes, qui fonctionnent de façon continue une fois qu'ils sont codés, et du coup ça change en fait de ce qui est fait habituellement, et du coup des aspects interventionnistes requis pour la supervision soient établis. C'est-à-dire que concrètement, le régulateur veut pouvoir aller voir dans le smart contract ce qui se passe et dire ça oui, ça non, ça on arrête, ça on redémarre, vous voyez. Ils veulent pouvoir mettre des règles permettant une interruption ou un redémarrage. Sauf que c'est complètement en opposition avec ce que peut et ce qu'est un smart contract, ce que peut faire un smart contract. Donc ça pour le coup, ça n'a pas de sens. Donc ils disent que ils ont quand même bien observé la chose et que peut-être que c'était pas possible, mais au-delà du fait que c'est peut-être pas possible, c'est qu'en fait ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que si on enlève l'aspect automatique du smart contract, bah en fait on revient à la finance traditionnelle qui est conditionnelle et complètement contrôlée. Donc ça, si on casse en fait cette règle-là, par exemple, ça n'aurait plus aucun intérêt d'avoir de la finance décentralisée. Ça n'existerait plus en fait, ce ne serait plus le cas.
Donc ils nous disent ici, la mise en place de telles mesures devra s'appuyer sur une analyse technique visant à vérifier si certains smart contracts déjà développés et opérationnels peuvent effectivement entrer dans ce cadre. J'en doute. Si c'est le cas, ce serait quand même assez fâcheux et ce serait un peu la fin de la DeFi comme on la connaît à l'heure actuelle. Ça n'aurait pas trop de sens en tout cas, avec les informations que j'ai actuellement, c'est la conclusion que j'en tire. Donc ça, si vraiment ils vont dedans, il me semble que c'est très mauvais. Au niveau du code open source, là non plus ils sont pas contents. Donc le fait que ce soit open source fait que tout le monde peut avoir l'information, tout le monde peut savoir ce qui se passe, les codes peuvent être copiés, c'est pour ça qu'on a des plateformes qui se copient, mais c'est aussi ça qui en fait la beauté en fait de cet écosystème-là. Et si certaines entreprises n'y adhèrent pas, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne partagent pas leur code en open source, c'est quand même dans les mœurs, et il semblerait que ce soit quand même une bonne chose, c'est plus développeur friendly, et ça permet globalement une meilleure transparence, donc c'est tout à fait souhaitable à mon avis. Et donc l'AMF s'interroge en fait sur la pertinence de cette notion de code open source, et elle dit que ça pose des questions d'un point de vue juridique, on n'a pas plus d'informations. Donc effectivement, peut-être que sur la protection des données, sur les clauses de concurrence, sur des aspects juridiques spécifiques, il y a des questions à se poser. Mais ça veut dire que certaines parties seraient peut-être open source et d'autres ne le sont pas, sachant que l'open source n'est pas une obligation, hein. C'est-à-dire que chaque protocole fait comme il le sent, certains font de l'open source, d'autres non. Donc là-dessus, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Parce que le fait que ce soit ou non open source ne vient pas vraiment problématiser la DeFi. C'est juste qu'on apprécie le fait que ça le soit parce que, du coup, des personnes extérieures peuvent faire des audits, peuvent vérifier comment ça marche, peuvent copier, améliorer, et ça permet en fait beaucoup plus d'amélioration technologique et de propositions. Ça permet du développement de diapps de façon plus pertinente aussi. Donc, à mon sens, l'open source, c'est bien. À mon sens, c'est bien. Maintenant, je peux comprendre que ça pose des questions sur certains points, notamment sur le plan juridique. Donc ça, à la rigueur, ça m'inquiète pas plus que ça. Au niveau des risques inhérents, donc c'est le point numéro 4, aux activités de DeFi. Évidemment, on est dans le secteur le plus risqué qui existe dans la finance, hein. Donc là, on va se faire tirer dessus, c'est sûr. Ils nous disent si les activités proposées par la DeFi présentent de nouvelles caractéristiques ou permettent de combiner plusieurs activités de type TradFi et DeFi, il convient d'examiner si une réglementation ad hoc spécifique permettrait une meilleure protection contre les risques encourus par les utilisateurs. Donc là, je suis pas d'accord, parce qu'en gros, ce qu'ils nous disent, c'est en gros, on va trouver des points communs entre la TradFi et la DeFi, donc entre la finance traditionnelle et la DeFi, et on va réglementer pareil. Ça, à mon avis, c'est pas la bonne approche. C'est-à-dire que je comprends, c'est facile, ça permet de rendre les choses compréhensibles pour les acteurs actuels. Le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes univers, et ça, je suis plutôt en désaccord avec ce point-là. Surtout que c'est la porte ouverte à réglementer la DeFi de façon excessive et en fait d'en faire un espèce de copier-coller de la TradFi. Donc ça, je suis plutôt contre. Et donc l'AMF fait remarquer que certains aspects de la DeFi pourraient éventuellement être encadrés de la même façon, ça on avait compris. Cependant, c'est aussi un nouvel univers financier qui fait émerger de nouvelles technologies. Donc sur ce point-là, ils ont peut-être compris qu'effectivement, c'était pas exactement pareil. Et donc, l'option la plus judicieuse, c'est pas forcément de faire la même chose, mais d'avoir un cadre spécifique. Alors là, on ne sait pas si c'est ce qu'a dit l'AMF ou si c'est ce que la personne qui rédige l'article est en train de nous dire. Moi, je suis assez d'accord avec le propos tenu ici. Donc les règles existantes pourraient s'avérer inadaptées, effectivement, voire impossibles à mettre en œuvre dans certains cas. Donc, si l'AMF a compris ça, tant mieux, parce qu'il semblerait qu'effectivement ce soit le cas, et surtout, c'est pas vraiment très intéressant d'avoir une copier-coller de ce qui existe déjà. Point numéro 5, les règles de marché d'un protocole d'échange DeFi. Alors, l'idée de l'AMF, c'est que traduire dans un langage non technique, compréhensible par tous, les règles des smart contracts, ce serait une bonne chose. Et donc, ça permettrait aux lecteurs et de relire et de du coup bien comprendre ce qui se passe en fait dans les smart contracts et donc d'améliorer l'efficacité des organismes de régulation. Alors ça, j'ai une bonne nouvelle, on en a parlé la semaine dernière. Ici, vous le voyez, ChatGPT pour booster votre expérience d'Ethereum. Comment Reader, donc Reader c'est là toute l'application, est une évolution qui permet de tout changer. Et donc concrètement, il me semble que cette IA permet de répondre en partie à la question que pose l'AMF, parce qu'on avait vu ensemble que justement, cette petite application, donc le Code Reader, donc tout simplement je crois que l'application s'appelle Reader, mais ça a l'air de s'appeler Code Reader, permet de traduire en fait ce que fait un smart contract. Donc vous voyez, là, l'IA vient peut-être régler toute seule cette problématique-là. Alors pour le moment, ça marche que sur certaines parties et que sur Etherscan, mais vraisemblablement, c'est possible de le développer, je pense. Donc le point 5, effectivement, est tout à fait pertinent. Je pense que c'est une vraie question et que
il faut que les gens puissent comprendre ce que fait un smart contract pour éviter de signer des bêtises où ils vont perdre tout leur argent, ça semble juste être logique. Et dans le cadre du fait que l'AMF doit protéger les citoyens qui utilisent la finance, c'est logique, c'est tout à fait cohérent. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un outil. Donc ça, très bien. Point numéro 6, la définition des DEX et des AMM. Donc AMM, c'est Automated Market Maker. Hein. Donc c'est tout simplement ce qui fait tourner les protocoles DeFi. Hein. C'est voilà, les agrégateurs de marché automatisés. Quoi. Donc l'AMF souhaite distinguer des protocoles s'exécutant intégralement on-chain, de ce faisant intervenir dans la boucle une partie de leur activité off-chain. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de protocoles qui font des activités off-chain, et donc il se passe des trucs pas sur la blockchain, et ensuite les résultats sont envoyés directement sur la blockchain et traités. Ce qui fait qu'on a des blockchains qui vont plus vite. Donc c'est essentiellement pour ça que ça existe, hein. C'était pour optimiser la vitesse des blockchains. Par contre, du coup, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas vérifier, parce qu'ils n'ont juste pas lieu sur la chaîne, ils ont lieu hors de la chaîne. Donc ça, effectivement, je comprends que ça pose un problème. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que si on ne peut plus vérifier tout ce qui se passe, c'est problématique. Donc il faut effectivement réfléchir à ça. Ils vont différencier les deux. Je comprends. Ils nous disent, par contre, si les opérations restent centralisées à un endroit, peut-on réellement appeler ça de la DeFi ? Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. On a cette question-là aussi. Hein. C'est-à-dire que si tout ce qui se passe off-chain, c'est stocké à un endroit spécifique qui est le même, au final, c'est un peu centralisé quand même. Et l'autre point, c'est que si sur le on-chain, on n'a pas une vraie décentralisation avec plein d'acteurs, mais qu'on a des acteurs qui sont majeurs, donc ça on y vient après aussi avec le point des DAO, on a une question de qu'est-ce qui est vraiment décentralisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça pour le coup c'est des vraies questions qui sont très pertinentes et qu'il faut se poser. Je dis pas qu'il faut giga réglementer dessus, mais par contre c'est des vraies questions à définir et qu'est-ce qui est décentralisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et mettre des règles là-dessus serait effectivement pertinent. Du coup, le rapport interroge aussi la nature des mécanismes de formation des prix s'exécutant au sein des DEX. Donc ça, c'est ce qui revient sur l'AMM. C'est-à-dire que l'AMM, en fait, il va aller faire un équilibre entre différentes pools. C'est comme ça que ça marche dans les DEX. Hein. Vous avez des pools de plusieurs cryptos. Souvent, il y a des stablecoins d'ailleurs parmi ces pools. Et elles doivent s'équilibrer. Ce qui fait que du coup, on va arriver à un niveau de prix qui est cohérent avec ce qui est proposé actuellement sur le marché. Et si en fait, on observe un décalage, par exemple si sur Binance, j'en sais rien, l'Ethereum il est à 1008 et que si sur Curve Finance il est à 1007, et ben en fait le marché va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'achats d'Ethereum, plein de ventes du token par exemple qui back l'autre pool, par exemple du USDC, pour revenir au prix initial. Donc en théorie ça marche, mais il y a des cas un peu particuliers où ça peut déconner, on l'a déjà vu, et notamment on a vu des cas où les pools en fait sur certains protocoles, notamment sur Terra, les protocoles, le PEG ne revient jamais. Donc c'est un peu différent, c'est pas de ça dont on va parler ici, mais effectivement, il est bon de questionner ces mécanismes-là. Je pense que c'est tout à fait sain, et de pourquoi pas les encadrer un peu en termes de régulation. Ça peut se tenir, ensuite il faut que ça permette quand même des innovations, parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, la finance décentralisée, ça reste quelque chose de récent, que contrairement à la finance centralisée qui a 150 ans, oui, il y a aussi des erreurs à faire, il y a des évolutions à mettre en avant. Donc faut qu'il soit suffisamment souple pour permettre les innovations et le développement en fait de justement ces systèmes-là. Et enfin, dernier point, ce sont les DAO, donc les organisations autonomes décentralisées. Donc ça, vous vous rappelez, on en parle beaucoup quand on fait les projets. Souvent, quand on a des projets en proof of stake, on dit que le token sert dans les décisions. Donc ça, c'est essentiel en fait. C'est essentiel parce que réellement, il y a des acteurs qui ont un poids très très fort dans tout simplement le déroulement des projets. Donc quand on a très peu de tokens, on s'en fiche, on n'a pas trop de poids là-dedans, mais par contre on peut être impacté. Mais il arrive en fait que certains acteurs, que ce soit l'équipe ou d'autres acteurs, possèdent en fait trop de tokens vis-à-vis de la proportion du reste des acteurs, et donc soient en mesure de prendre le contrôle sur le projet, sur l'entité. En gros, ça c'est la crainte de l'AMF, et que finalement en fait ce soit plus du tout décentralisé, et pire, c'est que ce soit géré par des acteurs qui ne sont pas forcément bienveillants. Donc ça, effectivement, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut limiter, par exemple, le nombre de jetons par adresse ou par entité ? C'est des questions qui vont se poser et qui sont, à mon avis, pertinentes et qui sont saines. Donc, à voir ce qu'ils en feront. Mais ça, pour le coup, c'est un point qui me semble effectivement être bon. Maintenant, quelques éléments. Ils nous disent, les DeFi, donc les risques identifiés par l'AMF sur la finance de demain. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est de comprendre comment l'AMF, à l'heure actuelle, voit les choses. Donc, selon le rapport, il y a plus de 2000 protocoles décentralisés, ok, et c'est des milliers et des milliers d'applications, parce que sur chaque protocole, il y en a plein.
Donc ça, c'était début 2023, sachant que début 2022, on était plutôt autour de 1000. Vous voyez, ici, on nous dit 855. Donc c'est-à-dire que même en 2022, qui n'a pas été franchement une très bonne année, on a eu x2 sur le nombre de protocoles décentralisés. Donc c'est énorme, et que effectivement, même si on voit sur des chiffres comme ici, que globalement c'est en baisse en termes de volume sur les échangeurs décentralisés, c'est en baisse depuis novembre 2021, donc que tout 2022 a quand même été plutôt une année de baisse et creuse, ça développe. Il y a du travail, il y a beaucoup plus de protocoles qui ont été créés. Donc, eh bien oui, l'écosystème crypto se développe. Là, les chiffres sont très très clairs et l'AMF le confirme. Donc en termes de nombre de protocoles, on nous propose ça. On voit qu'en nombre de DEX, en fait, on en a quand même pas mal, c'est quand même une grosse partie. Mais en fait, ce qui est le plus, c'est la catégorie autre. Donc on ne sait pas ce que c'est. On a aussi ici des protocoles de prêt, du liquid staking, donc ça c'est essentiellement sur Ethereum, des protocoles d'agrégation. Donc en fait, c'est par exemple OneInch qui va chercher parmi les DEX les meilleurs prix, et des positions en dette collatéralisée. Donc là, vous voyez, on commence à arriver sur des trucs qui ressemblent à de la finance tradie en fait, sauf que dans le monde décentralisé. Donc c'est normal que l'AMF se pose les questions de à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et on voit ici, en valeur totale verrouillée, du coup on nous dit ce serait approximativement 80 milliards de dollars, ce qui est quand même pas négligeable, l'air de rien. C'est pas négligeable. Alors, par rapport aux plus grosses capitalisations, effectivement, dans le monde, en termes de même juste des actions, on a parlé de Nvidia récemment, bon oui, certes, bon, pas comparable, mais voilà. On est quand même sur quelque chose qui existe et qui commence à vraiment intéresser, donc c'est vraiment cool, ça c'est la partie agréable de l'article, je trouve. On nous dit quand même évidemment que c'est une baisse notable, le max étant 260 milliards de dollars ici, et vous le voyez, c'était certainement en novembre 2021. Donc voilà, globalement, où on en est. Ils nous disent les 2 tiers de la TVL, c'est géré par des AMM, donc les fameux Automated Market Makers, et des échangeurs décentralisés. Donc c'est quand même l'essentiel, et c'est normal du coup que ce soit ça qui fasse l'objet des principales réglementations. Pour le coup, c'est cohérent. Donc on nous parle aussi des protocoles de prêt-emprunt, par exemple AAVE, et il y aurait 4 risques mentionnés par l'AMF. Donc c'est là que c'est intéressant. Déjà, les stablecoins algorithmiques. On ne peut pas leur en vouloir. Les stablecoins algorithmiques, ça s'est quand même mal passé, notamment sur UST de Luna. Donc il y en a qui marchent, mais on sait que le stablecoin algorithmique, à partir d'un certain niveau de dépeg et de crainte des investisseurs, donc c'est exactement ça, le phénomène de panique des investisseurs, le problème c'est qu'il peut entraîner en fait une chute totale, c'est ce qui s'est passé, une spirale dans laquelle il n'est plus possible en fait de voir le stablecoin repeg. Ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Par contre, la panique des investisseurs, elle existe partout. Les investisseurs, c'est les mêmes, que ce soit dans la finance décentralisée, centralisée, en trade fee, donc c'est les mêmes choses. C'est juste que là, effectivement, les conséquences peuvent être vraiment catastrophiques. Voilà. Et il n'y a pas en fait d'entité pour réguler ça. Il n'y a personne qui va aller remettre de l'argent comme peut le faire un État ou une banque centrale. Donc oui, il y a ce phénomène-là, effectivement. Mais c'est censé être comme ça, en fait. C'est censé être comme ça, c'est pensé pour être comme ça. Donc oui, c'est plus dangereux, mais je suis pas sûr que ce soit forcément souhaitable d'aller dire à une banque, voilà, vous allez remettre de l'argent et là-dedans s'il y a un problème, et en échange, du coup, vous aurez toutes les informations de ce qui se passe et vous pourrez le contrôler. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc à voir ce qu'ils proposeront comme solution, mais les solutions les plus évidentes ne sont, à mon avis, pas les bonnes dans ce cas-là. Ensuite, on nous parle des risques de contagion liés aux interconnexions entre protocoles. Certes, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut observer dans plein d'aspects de la finance traditionnelle. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si c'est très très franc comme... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas propre à la DeFi. Et le manque de mécanismes de résolution, évidemment. C'est-à-dire que s'il y a un problème, une défaillance, vous voyez bien, vous ne récupérez pas vos fonds, quoi. Donc il y a des cas où, effectivement, certaines entreprises centralisées redonnent des fonds. On le voit, FTX, ils vont peut-être rembourser, on peut le voir avec d'autres. Mais dans la finance décentralisée, c'est non. Les gars sont partis avec la caisse, où il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de liquidité, ils se sont fait à que quoi. C'est fini. Vous avez investi dedans, vous ne récupérez pas. Donc ça, évidemment, c'est une question qui inquiète beaucoup. Qui inquiète beaucoup l'AMF, parce qu'on comprend que du coup, il y a une partie de sa mission qu'elle ne peut pas remplir ici. Donc ça, c'est normal que ça l'inquiète. J'ai hâte de voir quelles seront les réponses apportées, parce que soit ils vont trouver quelque chose de novateur assez fou et ça va nous surprendre, soit ça va être catastrophique pour le monde DeFi. Parce que s'ils veulent tout réguler comme en finance traditionnelle, c'est fini, du coup, c'est plus de la DeFi. Donc là, j'attends de voir, mais c'est difficile d'imaginer une entité comme l'AMF dire oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mécanisme de résolution, il n'y a personne pour baquer vos problèmes, mais on est OK. Donc je sais pas, peut-être qu'ils penseront à des assurances ou des choses de ce genre-là, mais
Là, je m'attends pas à des solutions très très positives pour l'écosystème crypto, par contre, hein. Bon, à suivre en tout cas. Et donc l'AMF met en avant, à travers son rapport, son envie de partager ses réflexions avec les acteurs concernés par la future régulation. C'est ce qu'ils nous ont dit dès le début. Et donc l'idée, c'est d'établir des débats autour de certains points, ceux qu'on a soulevés ici. Une approche compréhensive en apparence, moi je suis d'accord, mais dans certaines phrases présentes en conclusion, notamment, qui seraient fort capables de doucher nos attentes. Donc concrètement, là, il nous envoie sur un lien qui nous dit que l'AMF a déjà certaines idées un peu reçues et que peut-être que ça va pas se passer très très bien vis-à-vis de nos attentes. Bon, j'ai pas très envie de rentrer dans le débat du est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Je vous ai donné mon avis point par point, et dans l'idée, je trouve que ça reste quand même une bonne approche de demander aux différents acteurs de la DeFi ce que l'on pense des différents points et ensuite de donner une conclusion. Au moins l'approche est potable. Est-ce que ce sera respecté, est-ce que ce sera pris en compte, j'en sais rien, ça on verra bien. Et donc ils nous disent le combat entre contrôle et liberté, effectivement, c'est totalement ça. Dans la définition du coup du cadre réglementaire, l'approche générale, même activité, même risque, même réglementation, devrait être appliquée sans ambiguïté. Donc là, on revient à l'état du la DeFi, c'est comme la trade fee, donc ça doit être réglementé pareil, en prenant en compte les aspects émergents induits par ces activités. Donc ça, effectivement, c'est la crainte de la personne qui écrit l'article, mais beaucoup aussi, que tout simplement, l'AMF dit, on va calquer ce qui se passe en finance centralisée, ou plutôt en trade fee, sur du coup la DeFi. À l'inverse, du coup, la DeFi va être calquée sur ça, avec 2-3 petites variables. Et ce serait vraisemblablement assez lourd. Donc j'espère effectivement qu'on va pas en arriver là. On nous dit du coup l'AMF sous-entend que la DeFi devrait être régulée de la même façon, ça on avait compris. Et du coup, il y a effectivement certains points qui sont soulevés qui sont pertinents. C'est-à-dire que les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et les problématiques de pseudonymat, c'est les vraies problématiques de finance, c'est les vraies problématiques des banques qui font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre ça, en particulier depuis la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, en finance, tout ce qui touche à l'anonymat, c'est quand même suspect. Donc l'AMF va vraisemblablement pas trop aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens du on veut traquer ce qui se passe. En tout cas, ça me paraîtrait logique. Le reste serait très très étonnant. Maintenant, on nous dit, bien évidemment, là c'est l'article qui nous dit le blanchiment d'argent, c'est majoritairement présent en finance traditionnelle, bien évidemment. C'est tout à fait logique. Déjà parce que si on connaît un peu les technologies blockchain, on sait que toutes les transactions sont tracées. Du coup, c'est pas très malin de faire du blanchiment sur ces techniques-là, même si on peut passer par des mixeurs, Tornado Cash entre autres. Mais voilà, ça reste quand même très dangereux. Et c'est clairement pas le meilleur moyen, à mon avis, pour faire ça. Et enfin, que la partie en fait blanchiment d'argent sur les blockchains, elle est mineure par rapport à la finance traditionnelle. Oui, c'est normal, mais en même temps, en proportion, la finance traditionnelle, elle est tellement plus importante que c'est tout à fait logique. Mais effectivement, je pense pas que les blockchains soient vraiment propices à ces activités-là de base. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour convaincre l'AMF? J'en doute un petit peu. Et du coup, la conclusion, le paramètre récurrent qui intervient dans la mise en place des lois de nos politiques, notamment lorsque l'on parle d'investissement, c'est l'infantilisation des citoyens. Et oui, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est est-ce qu'on doit considérer que les investisseurs, ce sont des enfants inaptes à gérer leur argent, et donc concrètement, il faut les contrôler, il faut les surveiller, et il faut leur donner des backups au cas où ils fassent des bêtises, ou alors est-ce qu'on considère que ce sont des adultes responsables, et donc qu'il n'y a pas besoin de ça. Bon, la réponse, on la connaît, c'est la première, pardon. C'est oui, on va les contrôler, et s'ils font des bêtises, on va gérer tout ça. Donc c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on va observer. Et d'ailleurs, l'exemple qui titre, ils nous disent à l'école, doit-on protéger les élèves des mauvaises notes en régulant les professeurs? La réponse qui nous vient à l'esprit, c'est non. Mais en fait, si vous regardez le niveau pratiqué, vous voyez bien que sur 40 ans, c'est un niveau qui est en baisse et qu'on fait en sorte que les notes soient un peu plus homogènes et que globalement, on évite de mettre des extrêmes, on évite de mettre des très mauvaises notes et on fait en sorte que les enfants se sentent moins dévalorisés par, entre guillemets, un raté sur un contrôle. Donc c'est pas vrai tout le temps, mais on voit bien qu'on va dans cette tendance-là, en tout cas dans certains cas. Est-ce que c'est forcément mal? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est cette réponse-là? Oui, à l'évidence. C'est-à-dire que oui, on va plutôt avoir tendance à materner les gens parce que, tout simplement, si on ne le fait pas, ils vont se plaindre. Ils vont me dire, mais attendez, avant c'était comme ça, si je perdais mon argent parce qu'on me l'avait volé, vous me remboursiez. Vous voyez, c'est à ça que ça sert aussi la banque. On vous vole votre argent, on vous vole votre carte, vous vous faites rembourser. Vous faites voler votre carte Binance, vous vous faites rembourser de rien du tout. Ça marche pas comme ça. Donc oui,
il y a un vrai problème de ce côté-là si ce qu'on veut, c'est l'autonomie des personnes. Parce qu'en fait, bah, c'est pas forcément ce que les gens veulent. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un problème de société. Et l'AMF, en fait, elle n'est pas là pour réguler la société, elle est là pour réguler la finance pour que les gens, les investisseurs, soient les mieux protégés. Donc vraisemblablement, on va aller dans ce sens-là. Ça, en tout cas, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Donc maintenant, à voir, est-ce qu'il y aura des parties de la DeFi qui resteront comme elles le sont actuellement ou pas? Certainement, parce que est-ce que l'AMF va mettre des réglementations? Oui. Est-ce que le monde entier va mettre les mêmes réglementations que l'AMF? Sûrement pas. Ou en tout cas, pas pour tout de suite. Donc je pense que il faut suivre ça avec intérêt. C'était un très bon article, donc merci à Benjamin L de l'avoir rédigé. Je partage pas forcément son avis sur tout, et je vous ai de toute façon donné en détail mon point de vue sur chaque élément. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaise ou pas. C'était une vidéo qui du coup est beaucoup plus longue que prévu, donc j'espère que ça vous a plu. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à vous, bravo, parce que 30 minutes de vidéo, je pense que tout le monde ne l'aura pas fait. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter si ça vous a intéressé ou pas pour me manifester votre avis. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.